Bonjour à tous. Nouvelle politique agricole commune. Qu'est-ce que prépare l'Union européenne? On est ici en direct depuis le Parlement européen de Strasbourg. Quel avenir aussi l'UE promet-elle aux agriculteurs? On en parle avec vous, Éric Andrieux. Vous êtes député européen socialiste et démocrate, et Patrick Le Yarrick, vous êtes député européen de la gauche unitaire européenne, gauche verte nordique. Alors, on explique en deux mots l'architecture un peu de ce qui se passe à l'heure actuelle. Dans le cadre du budget de l'UE, de l'Union européenne, qui va porter sur la période 2021-2027, donc on est à long terme quand même. Un rapport est sorti, a été présenté, qui a été voté d'ailleurs ce matin, d'orientation, qui fixe un peu les contours de cette nouvelle PAC. Il a été voté au Parlement européen. Est-ce qu'on peut dire s'il y a vraiment quelque chose, Éric Andrieux, qu'est-ce qu'il y a exactement dans ce rapport d'important? Est-ce que c'est très important finalement ou pas? Alors, non, il y a une procédure qui est en cours. Il faut expliquer la procédure qui est en cours concernant la PAC, la politique agricole. D'abord, il va s'agir d'une... Vous avez parlé de 2021-2027, donc d'un texte législatif. Donc, cette période-là. Ce matin, nous n'avons pas voté un texte législatif, puisque donc, dans la procédure normale de reconduction d'une politique agricole commune, comme il se doit, la Commission européenne, qui a l'initiative, a déjà réalisé d'abord un questionnement au niveau européen, dont je trouve qu'elle ferait mieux de tenir compte dans ses propositions. C'est une petite parenthèse. Elle a fait des propositions à l'automne dernier, à travers une communication pour donner les grands axes de sa politique. Et entre cette communication où normalement la Commission donne les éléments précis de la future politique, ce qui n'est pas le cas ce coup-ci, on va en discuter certainement, et le moment où elle va proposer ces textes législatifs, c'est-à-dire vendredi 1er juin, le Parlement a pour responsabilité de produire, lui, sa vision de la future réforme de la politique agricole commune. Et donc, c'est à travers un rapport qui s'appelle un rapport d'initiative au sein du Parlement européen. C'est un rapport indicatif, qui n'est pas un rapport législatif, dans lequel le Parlement est censé donner sa vision, finalement, pour les années à venir. Alors, qu'est-ce qu'il y a en gros, Patrick Le Yarrick, qu'est-ce qu'il y a en gros dans ce rapport que vous avez voté ce matin? Qu'est-ce qu'il y a d'important? Qu'est-ce qu'il y a de différent, en tout cas de nouveau? Le rapport aborde une série de questions qui sont déjà dans la politique agricole commune, avec des propositions de modification. On a adopté ce matin un certain nombre d'amendements positifs sur un plus grand verdissement, sur tenir compte des enjeux environnementaux. Mais là où on reste faible, qui est une des questions principales, je crois, c'est à nouveau une régulation des marchés internationaux. On ne peut pas d'un côté dire qu'on va maintenir des prix ici alors que les frontières sont en permanence ouvertes et que nous faisons des accords de libre-échange un petit peu partout dans le monde. Et il y a un problème interne à la fois au traité européen et à la politique agricole elle-même, c'est comment on trouve un système pour définir des prix minima, mettons pour une quantité donnée moyenne de production, on peut même l'évaluer selon les pays pour avoir plus de souplesse. Ça, je crois que c'est la question fondamentale, c'est-à-dire la rémunération du travail et l'emploi agricole, l'emploi rural et l'emploi agricole, tout en faisant ce qui est nécessaire aujourd'hui, c'est-à-dire un modèle agricole qui soit respectueux de l'environnement. Qu'est-ce qui manque, selon vous, également dans ces propositions, Éric Andrieux, à l'heure actuelle? Alors on va distinguer effectivement ce qui a été le rapport, voilà, c'est ça, des propositions de la Commission européenne, d'autant que tout ça va très vite, quoi. Hein. Tout ça va très vite. C'est un peu à marche forcée, tout de même, on a l'impression. Nous sommes assez d'accord, oui. C'est à marche forcée. Il faut bien être précis, parce que le vrai document qui va être la base du travail sur la loi à venir, donc, va être publié vendredi 1er juin par la Commission européenne. C'est ça. Voilà. C'est la Commission qui est à l'initiative. Ça, c'est un premier temps, et normalement, et là c'est un vrai déni de démocratie, je le dis comme tel, de la part de la Commission, puisque aujourd'hui nous sommes mercredi, les propositions de la Commission vont être publiées vendredi. Donc c'est fait, quoi. En fait, on pourrait imaginer, dans un monde idéal, que la Commission va avoir 2 jours pour prendre en considération les éléments portés par les parlementaires que nous sommes, Patrick, donc, qui avons voté notre rapport ce matin, et pour les transcrire dans un projet de loi qu'elle va nous soumettre vendredi. Je pense, si vous voulez, donc, si j'en crois mes informateurs, que la Commission a déjà bouclé le travail. C'est un vrai sujet.
Un vrai sujet d'ordre démocratique. Normalement, les élus représentant les 500 millions donc, de citoyens européens produisent leur travail. La Commission devrait s'inspirer de nos travaux collectifs donc, pour pouvoir proposer un texte législatif. Or, dans cette séquence-là, ça se passe un petit peu à l'inverse. Donc j'ai l'impression désagréable que finalement les parlementaires que nous sommes un petit peu les idiots du village, si je peux me permettre. C'est-à-dire qu'on a beaucoup travaillé ces 3 derniers mois pour faire des propositions et ce rapport, il n'est pas excellent, mais il y a bon nombre d'éléments, entre autres pour répondre aux questions des prix, des revenus des agriculteurs, du lien entre l'agriculture, l'environnement et la santé, du lien avec l'économie, l'emploi et les territoires, il faut aller dans le détail, duquel la Commission devrait s'inspirer. Et nous allons attendre avec beaucoup d'impatience finalement, puisque le commissaire nous dit donc qu'il va se servir de ce rapport-là pour faire sa proposition. Mais nous allons attendre avec beaucoup d'impatience sa proposition de vendredi pour voir si effectivement donc, les propos ou les positions des élus que nous sommes ici sont réellement prises en compte. Vous serez d'accord également, Patrick Luyéric, pour dire que sur des questions aussi fondamentales que celles dont on parle là, qui sont des questions qui se discutent, modèle agricole, etc., qui se discutent sur le temps, on va un peu vite en besogne à l'heure actuelle et qu'on veut boucler un peu rapidement, que la Commission européenne veut boucler un peu rapidement une question sur laquelle on devrait travailler de manière beaucoup plus lente et beaucoup plus longue finalement. Beaucoup plus collectivement et de tenir compte de l'expertise citoyenne comme de l'expertise des centres de recherche agronomique, des centres économiques aujourd'hui et de toutes celles et tous ceux qui nous alertent aujourd'hui sur la santé humaine à partir de l'alimentation. Quand on fait une politique agricole, c'est toujours plutôt sur le long terme. Deuxièmement, moi je considère que la question de l'agriculture et de l'alimentation, ça devrait être une des principales politiques publiques mondiales aujourd'hui parce que ça a à voir avec la vie humaine, c'est-à-dire la quantité d'aliments pour l'ensemble de la population mondiale, mais sa qualité nutritive certes, mais maintenant il y a des problèmes de qualité au sens de la santé humaine, de la biodiversité, de la santé animale, et donc ça nécessiterait un autre débat que ce qu'on nous propose aujourd'hui. Nous disons que nous avons l'impression, mais ce n'est pas une impression, nous sommes un peu sûrs de ça, c'est que malheureusement la Commission, elle agit pour les grands centres agroalimentaires européens et mondiaux. Au moment même où on s'aperçoit que ces questions-là, notamment ces questions d'alimentation, de santé alimentaire, etc., sont vraiment entrées dans le débat citoyen aujourd'hui en Europe. C'est bien sûr l'affaire des agriculteurs, mais c'est aussi l'affaire de tout le monde. Ce sont des vrais débats de société auxquels on assiste à l'heure actuelle. Donc on est vraiment dans un vrai débat collectif qu'on est en train peut-être un peu d'escamoter à l'heure actuelle au niveau de l'Europe. Ah oui, c'est une évidence. Je pense, ça vient d'être dit, il y a des enjeux qui ne sont pas mineurs. Et une fois de plus, je trouve que la Commission donc, n'est pas à la hauteur des enjeux. Et on le voit à travers le budget. L'enjeu, quel est-il? Il est un enjeu agricole et surtout alimentaire pour les 30 ans qui arrivent. Tout le monde s'accorde à dire qu'on sera entre 9 et 10 milliards en 2050. Mais 2050, c'est dans 30 ans, c'est demain. Donc ça veut dire que pour pouvoir alimenter la population mondiale dans les 30 ans qui viennent, il va falloir changer, et tout le monde le reconnaît, qu'on soit de droite, de gauche, chercheurs, agriculteurs, changer nos modes de production et modifier nos modes de consommation. Mais ça veut dire que pour arriver à changer nos modes de production et modifier nos modes de consommation, ça démarre maintenant. Nous, depuis des mois et des mois, nous disons donc que cette PAC-là n'est pas une PAC comme les autres. Ça devrait être une véritable PAC de transition qui inscrive les modalités d'organisation dans ce monde nouveau qui est devant nous. Ça veut dire quoi? Qu'aujourd'hui, le problème, il n'est pas que européen, il est mondial. On l'a dit tout de suite. Donc ça veut dire qu'il faudrait que l'Union européenne mette les moyens sur ses politiques agricoles et alimentaires au regard de ces enjeux nutritifs et au niveau mondial, les moyens réellement. Or, dans quel contexte sommes-nous? Nous sommes en train de débattre sur un budget où l'incidence du non-choix proposé par la Commission aux États membres, l'impact c'est quoi? C'est moins 25% des aides de la PAC sur le développement rural
Et c'est moins 14% sur l'aide aux agriculteurs directement. Alors que tous les continents de par le monde augmentent les aides à l'alimentaire et à l'agriculture. Mais ils ne l'augmentent pas pour le plaisir des agriculteurs uniquement, parce qu'il y a des véritables éléments de stratégie donc alimentaire à l'échelle planétaire. Et je pense que nous sommes en train, là, collectivement, et on va le voir dans le débat qui va s'ouvrir sur les textes, donc, de manquer un vrai rendez-vous avec l'histoire. Et la question, et je partage l'avis de Patrick Le Yarrick, la question de l'enjeu agricole et alimentaire, il n'est pas qu'un enjeu local, il est un enjeu international. Et en matière de politique publique, la question agricole, alimentaire, santé humaine, environnement en tant que bien commun et biodiversité devrait être inscrit, je dirais, comme une véritable priorité politique à l'échelle de l'Union. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, et donc moi je ne peux que le regretter. D'autant que la politique agricole commune, c'est une des bases de l'Union européenne, c'est une des parties les plus importantes de l'apport de l'Union européenne. Ça veut dire quoi? Qu'il y a une démission de l'Union européenne par rapport à la question agricole, qu'on va demander aux États de se débrouiller? Comment vous voyez les choses? Est-ce que c'est ça qui est en train de se profiler? Non, je ne crois pas. Effectivement, la politique agricole est la politique la plus intégrée. Elle devrait devenir, on devrait franchir aujourd'hui un autre cap, ça devrait devenir la politique la plus coopérative. Et une politique qui imagine des modèles de production, des modèles d'exploitation qui soient autres que la tendance d'aujourd'hui, qui est malheureusement une tendance à la concentration. Une démission, non. C'est évidemment le petit paysan de l'Aude ou du centre-Bretagne peut le ressentir ainsi, mais il faut bien qu'il ait en tête que ces gens-là sont quand même actifs, et ils sont actifs pour les secteurs d'amont et d'aval de la production agricole. Et donc, tant qu'on aura un pilotage de la production agricole et tant qu'on considérera le paysan comme simplement un extracteur de matières premières, un extracteur de minerais, et que la politique agricole est pilotée par d'autres raisons que la santé, le bien-être, la biodiversité, l'amélioration des paysages, de la vie dans nos campagnes, on aura ça. Ils ne s'en désintéressent pas, mais ils le voient d'un autre point de vue que du point de vue de l'intérêt général. Vous êtes député européen, vous êtes français aussi, et en France, on ne peut pas ne pas en parler, on vient d'adopter la nouvelle loi agriculture et alimentation. Est-ce que ce qui a été voté, ce qui a été décidé là, vous laisse entendre que tout ça est un peu cohérent? Glyphosate, bien-être animal, etc. On n'a pas fait non plus très très fort avec cette nouvelle loi. Est-ce que tout ça est un peu cohérent? Est-ce que ça va un peu dans le même sens? Je parle de cette politique européenne et de ce qu'un pays comme la France peut être en train aujourd'hui d'adopter en matière de politique agricole, en matière d'alimentation, de santé alimentaire, etc. Est-ce que vous voyez quelque chose de commun là-dedans? Ah, oui, il y a du commun. Il n'y a pas de hasard à cette espèce de cacophonie française, je veux dire, donc, parce qu'on oublie de parler du fond et du sens, quoi. Quel est l'enjeu, là, en 2018, agricole et alimentaire? Pendant 54 ans de politique agricole commune, les conservateurs et les libéraux ont cantonné l'agriculture au seul secteur d'activité, ce qui l'a totalement marginalisé. Parce que ça a donné la place à du grand, donc à du business, parce qu'on a aligné depuis 1992 l'agriculture dans l'OCM, donc dans l'OMC, pardon, donc, et donc on a aligné les prix sur les prix mondiaux, donc du marché, et donc on a ruiné une grande part de notre agriculture, de nos territoires. Si on a la désertification des montagnes, des zones de Piémont, ce n'est pas le fait du hasard, c'est le fait de choix politiques, guidés par les conservateurs et les libéraux. Et quand aujourd'hui, vous l'avez dit tout à l'heure, on remet l'agriculture au cœur du débat politique, sur quoi nous nous battons depuis des années maintenant, donc ici dans ce Parlement, c'est parce qu'on a fait prendre conscience aux citoyens consommateurs que le lien entre l'aliment, donc l'agriculture et l'alimentation, c'est un lien réel, que des problèmes de puberté précoce, des problèmes donc de fertilité, des problèmes de maladies naissantes, ou orphelines ou de cancers nouveaux, il y a du lien. Ce n'est pas pour faire peur, c'est pour dire qu'attention, le dogme n'existe pas et qu'il faut être vigilant et que le doute doit persister dans nos travaux collectifs. Et que du coup, on doit remettre l'enjeu de l'agriculture et de l'alimentation au cœur du débat sociétal. Et en France, ce qui se passe là, c'est du non-choix.
comme on n'a pas posé ces questions de fond, là, ben une fois on a des paroles très hautes qui disent on va interdire les intrants ou les glyphosates, donc, etc. Et on va protéger les populations, mais dans les faits, ça ne se traduit pas par des décisions politiques réelles. Ça veut dire que le débat n'a pas eu lieu. Et moi je regrette que ces états généraux de l'agriculture, que j'avais préconisé, moi le premier, n'aient pas donné in fine une véritable ligne, une véritable vision politique au regard de l'enjeu qui est devant nous. L'enjeu qui est devant nous est certes un enjeu d'économie agricole, il faut garantir et maintenir le revenu des agriculteurs, mais il est avant tout un enjeu de santé humaine, un enjeu d'environnement au sens climatique du terme, de biodiversité, parce que c'est notre bien commun, l'eau, le sol, l'air, donc, et je crois que nous devons mener ce combat-là. Il faut hiérarchiser les priorités, il faut que l'aide publique soit dédiée au regard d'objectifs politiques. Et l'échec des États généraux en France sur l'agriculture, il est celui-là, c'est qu'on n'a pas posé ce niveau-là d'objectivité ou d'enjeu. Et ça, c'est regrettable. Comment relancer ce débat sociétal, alors, puisqu'on est bien tous d'accord pour dire que ce n'est pas au niveau des institutions seulement aujourd'hui que la question peut avancer finalement? Dans notre cas, depuis quelques jours, fin de semaine dernière, il y a quand même beaucoup d'associations, de forces politiques, de parlementaires, de maires, qui mènent ce débat, qui posent des questions et qui continuent de demander que le peu qu'avait promis le président de la République soit mis en œuvre. Or, malheureusement, il s'est presque détourné de tout ce qu'il avait dit pendant la campagne électorale, mais même à l'ouverture des États généraux. Parce qu'il y avait des choses à l'ouverture des États généraux où, raisonnablement, on pouvait douter. Par exemple, la question de la fixation des prix de la négociation avec les grandes centrales d'achat. Moi, j'ai toujours douté de cela, de cette méthode-là, dès lors que les prix sont tributaires de décisions de la politique agricole commune. Mais même si on mettait ça de côté, le reste d'engagement que la France aurait pu prendre, et elle aurait pu être initiatrice d'un nouveau mouvement vertueux dans l'Union européenne, même ça, il ne le fait pas. Et tout le monde, et je vois dans les associations, dans les syndicats, dans des forces politiques, y compris dans la majorité présidentielle aujourd'hui, dans la presse, c'est très contesté aujourd'hui. Politique agricole commune, ça reste quelque chose de fondamental, d'important pour l'Europe. Réellement, il faut la défendre. Qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui par rapport à ça? Oui. Ça pose, si vous voulez, c'est très intéressant d'ailleurs ce qui se passe, même si moi je ne peux que le regretter, c'est qu'on n'a pas réglé la question du positionnement de l'Union européenne à l'échelle intercontinentale. Quelle place doit jouer l'Union européenne, donc, à l'échelle des autres continents? Voilà. Et la question agricole, elle vient au cœur. Quand aujourd'hui les propositions du commissaire, c'est au nom de la subsidiarité, de transférer les niveaux d'objectifs de la future PAC à l'échelle des États membres, c'est un non-sens. D'où la tentation, effectivement. Il y a une tentation très forte disons, il y a moins de crédits, et donc on va renationaliser et demander aux États membres de cofinancer. C'est pas sérieux. Il y a un marché, et donc effectivement, il y a un projet politique à construire à l'échelle de 500 millions d'Européens. Au lieu de l'affronter, de dire voilà les enjeux forts, donc à moyen et long terme, sur lesquels il nous faut aller collectivement, non, on abandonne, si vous voulez, cette vision et cette lecture politique-là, au sens étymologique de la vie de la cité, et on se replie sur les États membres. Mais les États membres, s'ils ne veulent pas contribuer au budget, c'est qu'ils considèrent qu'il n'y a pas les moyens, ils ne vont pas contribuer à mettre en œuvre la future PAC. Si la Commission se décharge sur les États membres, il faudra bien que quelqu'un contrôle la PAC, la mette en œuvre. Les États n'ont pas les moyens, ils vont faire quoi? Ils vont embaucher du personnel. Ils vont prendre les crédits où? Ils vont les prendre sur la PAC. Cet argent-là n'ira pas dans les poches des agriculteurs. Donc il faut être sérieux. Je pense que nous avons le devoir, dans les mois qui arrivent, de dénoncer l'incongruité de la proposition et de dire que l'enjeu de l'emploi sur les territoires ruraux, l'enjeu alimentaire, l'enjeu économique du maintien des revenus, l'enjeu environnemental, ce ne sont pas des questions mineures et que nous devons, en responsabilité, mettre les moyens là où il se doit pour pouvoir garantir l'ambition d'une politique commune européenne. Parce qu'on a une place à jouer à l'échelle intercontinentale, mais ça nous implique à changer de modèle agricole. Ça a été dit, il faut vraiment qu'on appréhende l'agriculture avec un nouveau regard. C'est un contexte sociétal totalement nouveau, donc pour les 20 ans qui arrivent. Il y a deux manières d'entendre commune aujourd'hui, commune bien sûr entre les États européens, mais commune aussi entre l'Europe et les autres continents. Bien sûr.
Ça veut dire quoi? Qu'il va y avoir un débat très, très serré qui s'engage là, parce que en plus ça va devoir aller vite, quoi. On a l'impression qu'avant les élections européennes, la Commission européenne voudrait que cette affaire soit bouclée. Il va y avoir vraiment un débat dur qui va commencer là. Comment vous voyez les choses? Oui, forcément, parce que dans le prolongement de ce que dit Éric, il y a deux aspects qui sont très très inquiétants. C'est la concurrence à l'intérieur de l'Union européenne, avec le fait qu'on ne règle pas du tout la question du type d'agriculture qu'on veut, c'est-à-dire on laisse plutôt la tendance aux exploitations industrialisées. C'est comme nous en avons, ça commence un peu en France, les fermes des mille vaches, les mille veaux ailleurs, l'accaparement de nos vignobles par des différentes trusts, mais aussi des pays étrangers, dont la Chine. Et ça, c'est une question terrifiante. Cette concurrence-là va éliminer justement ce qui peut être la base d'une transition vers un autre modèle, et un autre modèle de production, de distribution et de consommation. Et puis il y a l'autre versant de cela qui est aussi très inquiétant et qui est quelque sorte le désarmement de la politique agricole commune, puisque en ce moment même, dans les traités de libre-échange qu'on est en train de faire, on marchande l'agriculture, on marchande des quotas d'importation de lait, de mouton, de viande bovine, contre de prétendus marchés pour notre industrie. Or, ce qui se passe, c'est que pour l'instant, nous n'avons ni l'un ni l'autre. Nous n'avons pas de développement de vente des avions Airbus avec le Brésil, que je sache, alors qu'on va prendre des quotas d'importation de viande du Mercosur. Donc il y a quand même un lourd problème dont tout le monde devrait s'inquiéter, les producteurs comme les consommateurs. On suivra, on continuera bien sûr à suivre cette question, puisque ça va être un débat extrêmement important dans les mois qui viennent. Merci à vous, merci beaucoup, au revoir, et merci à vous qui nous avez suivis, au revoir.